Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dolce Velo, rendez-vous cycliste en détente, toujours présenté par moi-même. Aujourd'hui, au programme, une nouvelle preview. On va parler de l'équipe Astana. Du coup, c'est l'équipe vraiment qui, pour être honnête, m'a beaucoup surpris en 2025. Je m'attendais pas à ce niveau-là et c'est le symbole d'une équipe qui a très bien travaillé, franchement, il n'y a rien à dire. On était sur des bases d'une équipe relégable qui a un peu eu comme mission de faire gagner Marc Cavendish sur le Tour de France pour qu'il batte ce record de victoire d'étape. Et il n'y avait pas un grand fond autre que celui-ci. Et au moment d'apprendre le classement UCI et de savoir que justement il y a un système de relégation, tout ça, Astana était comme des favoris à la relégation, à la descente. Donc, comment est-ce que finalement l'équipe n'est pas redescendue? Comment est-ce que l'équipe a fait pour justement se retrouver dans cette position de même être une équipe du top niveau, enfin du au-dessus dans le peloton? On va voir ça tout de suite. Honnêtement, 2025 a été une année incroyable pour les Kazakhs. C'était. Comment dire? C'était pas gagné d'avance parce que le mercato n'avait pas été incroyable non plus. Hein. Enfin, il n'y avait pas des noms clinquants. On pouvait se dire, ah ouais, celui-là il va ramener énormément de points, etc. Donc il fallait vraiment innover avec juste ce qu'il y avait pardon, dans l'équipe. Mais sur le plan de l'attitude, les coureurs pardon, étaient plus agressifs, plus offensifs, plus vindicatifs. Il y avait vraiment cette volonté justement de se maintenir, de tout le monde aller ensemble. Et ça a payé. L'équipe a fini 4ème au classement SCI en 2025, 4ème au classement Pro Cycling Stats en 2025, avec 11 coureurs dans le top 100. Maintenant, ils sont maintenus. Il y a un nouveau cycle de 3 ans qui repart. Et on va essayer de voir si l'équipe est parée pour éviter de se retrouver dans la même situation. Il faut tout donner sur la dernière année. Quels ont été les coureurs marquants de cette année 2025? En premier lieu, Christian Scaroni. Saison folle pour l'Italien. Il a été présent de janvier à octobre, littéralement. Le puncher italien n'a pas ou peut manquer à l'appel. C'est le coureur Astana de 2025 avec 23 top 10 cette saison, dont 19 top 5. Et ça en 57 jours de course. Donc 57 jours de course, c'est pas grand chose. Je pense qu'il a participé qu'à un seul grand tour, c'est le Giro. Il a d'ailleurs remporté l'étape aussi. Sinon, il a participé à beaucoup de classiques, beaucoup de courses d'un jour où il a performé en fait, simplement. Donc, saison vraiment très très folle, très intense, et du coup qui a duré quasiment 10 mois. Que dire de plus? Donc il a 50% de top 5 par participation, parce que en gros, sur le Giro qui compte justement 21 étapes, il n'a pas joué toutes les étapes. J'ai calculé 19 top 10 et 18 top 5 en 36 jours de course, en 36 courses. Donc, c'est-à-dire qu'une course sur deux, il était dans le top 5. Et tout ça avec un collectif agressif qui mettait le plus d'hommes possible à l'avant, donc qui n'était pas non plus totalement dévoué à la cause de Christian Scaroni. Petit point noir, alors, enfin, il faut quand même le dire, c'est une absence de résultats sur les courses et les classiques catégorie World Tour, et encore, malgré tout ça, il y a quand même une 8ème place sur la San-Sébastien, une 15ème place au Lombardia, et surtout cette 4ème place au championnat d'Europe. Il y a également la victoire d'étape sur le Giro, offerte par son équipier, donc le point noir, on peut même dire que c'est plus un point gris, parce qu'au final, il y a quand même du résultat. Deuxième coureur qui a performé et qui a même, on va dire, un peu surperformé pour aider cette équipe Astana, Simone Velasco. C'était le puncher complémentaire de ses effectifs. C'est quand il fallait sprinter après des courses compliquées qu'il était là, c'était lui la carte. On est quand même sur 20 top 10 en 77 jours de course. Beaucoup de sprints qui ont valu des résultats importants pour l'équipe. Je pense principalement à sa 4ème place sur Liège-Bastogne-Liège. C'est pas le 4ème meilleur coureur de la course, hein, très largement. Simplement, il fallait aller sprinter après à la fin de l'étape. Velasco était là, il fait 4ème. Et si c'était pas lui, le nouveau Fabio Fellini, par hasard, ce sprinter qui passait les bosses et qui était toujours présent pour un peu embêter les sprinters ou bien alors les grimpeurs sur les étapes accidentées. Faut se poser la question. Bon, maintenant il a déjà 30 ans, hein, le nouveau Fabio Fellini. Hein.
c'est vite dit. Mais voilà, pourquoi pas essayer de le faire jouer à maillot vert sur la Vuelta. Franchement, avec ce qu'il a montré l'année passée, s'il a encore les mêmes, s'il est sur les mêmes standards cette année, il y a vraiment quelque chose à jouer avec lui. Troisième coureur, encore un Italien pour cette équipe kazakh, mais où on sent qu'il y a quand même des bonnes racines italiennes entrées dans l'équipe. Lorenzo Fortunato. Saison aboutie pour le leader de la formation kazakh. Virevoltant, le puncher grimpeur a su alterner entre un classement général et des échappées. Petite déception pour ma part sur les grands tours où je m'attendais à le voir jouer un classement général sur le Giro. Il part jouer le maillot Azzurro dans les premières côtes. Bon, au final il le remporte. Hein. Il fait deuxième d'étape. Une étape qui laisse à son équipe Christian Scaroni. Sa Vuelta est anecdotique, bien qu'il ait su se placer au général grâce à une échappée fleuve. J'ai entendu que pour 2026, il jouait le classement général du Giro, donc il visait un top 10. Tant mieux. Il va avoir 30 ans au moment de participer à ce Giro. J'ai pas envie d'avoir un nouveau coureur italien, enfin un grimpeur italien à critiquer parce qu'il n'a aucun top 10 dans sa carrière, alors que en termes de qualité physique, il a tout pour l'avoir. Oui, je parle de Giulio Ciccone. De Lorenzo Fortunato, depuis le temps qu'on le connaît, ça fait au moins les 5 ans qu'on sait que c'est un bon grimpeur, qui a un potentiel et qui doit se retrouver dans un classement général. Il a progressé dans tous les domaines pour justement être plus complet, donc le chrono, des bordures. C'est devenu un mec assez punchy aussi. Franchement, il a tout pour réussir à faire ce top 10 sur le Giro en 2026. Et dernier coureur, encore un puncher grimpeur qui a performé. Astana, vraiment, de toute façon, cette année en 2025, c'était vraiment une équipe de punchers, une équipe explosive. Sur les sprints, ça a été un peu moins bon, on va le voir, mais en termes de courses accidentées, de grimpeurs, tout ça, ils ont été partout. Et le quatrième coureur symbole de cela, c'est Clément Champoussin, le français transfuge d'Arkea avant l'heure, a servi de coureur une qualité qu'il n'avait plus montré en élite depuis un moment, les classements généraux. Il finit 7ème de Paris-Nice, 10ème des Pays Basques et en Suisse. C'est très honorable, et encore plus dans une formation sans réel leader où justement il n'y avait personne de vraiment protégé. Et ça a rapporté des points importants. Dans une formation dominée par l'Italie, avoir un symbole de performance sur le circuit français, c'est aussi une bonne chose pour Astana, car on sait que le circuit français offre beaucoup de points aux coureurs. Quand même quelques petites déceptions. J'ai parlé justement du sprint où ça a manqué de qualité, où on essayait de mettre beaucoup de coureurs dans les top 10, mais sur le sprint on voyait qu'en vitesse pure ça manquait de niveau. Bah, Kiesbol, c'en est le plus gros symbole, hein, c'est un peu le leader des sprints pour cette équipe Astana. Il n'a pas vraiment répondu aux attentes. Ses performances sur les Flanders sont plus fait remarquer que ses sprints. Parti faire le poisson pilote le fera peut-être renaître. Hein. On sait qu'il est parti chez Decathlon à G2R. Et peut-être que ça va peut-être le renouveler. On va redécouvrir un coureur qui a quand même déjà performé à l'époque. Et on le sait, hein, avec comment dire, avec les sprinters, souvent quand on n'arrive plus à atteindre ce niveau, devenir un poisson pilote de future légende, de créer aussi une carrière. Ensuite, la deuxième déception, c'est parce que c'est un gros nom et qu'il n'y a plus de résultats depuis aussi un petit moment. C'est Sergio Higuita. Quand je pense à Sergio Higuita, je pense à l'année 2022 où il fait partie des meilleurs grimpeurs punchers du peloton. Ben, Sergio Higuita, il a complètement disparu, il faut se rendre à l'évidence. Et ses meilleurs résultats de l'année 2025, c'est une 5ème place sur les Trevalley Varesines et une 14ème place anonyme sur le Tour de France, où simplement peut-être juste le premier parmi ceux qui jouaient pas le classement général, quoi. Donc, ouais. 2026, c'était déjà la saison de la dernière chance, avec un statut de leader, on va dire, dans une équipe du World Tour. Alors qu'il a seulement 28 ans, ça en a 27. Donc, ouais, peut-être déjà la dernière année pour se montrer. Les changements de l'équipe pour 2026. Alors, on pourrait s'attendre à
quand même un peu de renfort, un peu de restructuration. Honnêtement, rien de cela. Il y a juste l'arrivée d'Yvon Le Danois en tant que directeur sportif qui était précédemment chez Arkea. Il y a le départ de Mark Henshaw qui s'en va pour la Décathlon. Ça aussi, ça va peut-être un peu impacter le niveau des sprints, mais t'es déjà pas très bon au niveau des sprints. Et on en parlera pour Décathlon que l'arrivée de Henshaw c'est une bonne chose, donc il n'y a pas vraiment de perdant dans l'affaire. Mais sinon, l'équipe garde sa même structure. J'ai vu que le X-Lab, du coup, le vélo, pardon, je vais restructurer. Les vélos qu'ils utilisent maintenant sont les vélos chinois de la marque XDS. Et le X-Lab a l'air d'être vraiment travaillé encore plus. Et tous les ans, il est redéveloppé. Et les échos sont que le vélo est vraiment très 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 bon. Donc Astana vraiment continue sur la même lancée. Et est-ce que 2026, ça va être une année de confirmation ou ça va être justement l'année où on repart comme avant, comme il y a 3 ans, on va dire. On va voir ça. Sur le plan des coureurs, enfin, parlons mercato. Au niveau des coureurs, il n'y a pas vraiment de changement, pour être honnête. Il y a eu 6 départs et 6 arrivées, mais c'est pas les gros coureurs, c'est du renfort, surtout. Et au niveau des départs, c'est Ido Schieling qui part en retraite, c'est Kesbold qui s'en va faire poisson pilote dans une équipe. C'est Woodpools qui commence à prendre de l'âge, malgré ses quelques résultats qu'il avait encore apportés. Il prenait de l'âge et il perdait en niveau. C'est du Anton Charmy qui n'a jamais su atteindre le niveau qu'il avait avant d'arriver et qui repart dans l'équipe où il est performant justement. C'est du Fausto Maslada qui, pareil, n'a pu récupérer son niveau depuis 5 années. Et Michele Gazzoli qui, lui, depuis son retour de suspension, n'a jamais eu un niveau World Tour tout simplement. Les arrivées, honnêtement, c'est du recrutement intelligent, tout simplement. On décide de faire confiance au même leader que l'année passée. Et juste, on va renforcer l'effectif avec de l'aide et des coureurs qui ont des performances solides de baroudeurs. Ou alors, on récupère des mecs de la développement. Donc, je pense déjà à Gleb Syriza, qui a déjà eu des résultats avec l'équipe. Et qui a un très bon sprinter, voire poisson pilote, je dirais même. C'est quelque chose qui va peut-être pouvoir aider les sprinters à performer. Il y a Lev Gonov qui vient de la développement aussi. C'est pas vraiment des jeunes, pour être honnête. C'est un 2000, je pense, Lev Gonov. Il a des résultats l'année passée, surtout sur le circuit asiatique. On l'emmène dans la World Tour. Pourquoi pas aller faire des courses de type World Tour, ça va lui faire du bien, ça va pouvoir aider l'équipe aussi en montagne, etc. Il y a le recrutement ensuite très intelligent pour moi de Christian Rodriguez de l'Arkea. L'équipe manque de pur grimpeur. Hein. Fortunato est assez scellé dans ce domaine. Et Christian Rodriguez, c'est un coureur qui va venir t'apporter des résultats en montagne, des échappées potentielles aussi. C'est très très intéressant. Ariane Levin, ça va t'aider sur les classiques parce que tu as besoin quand même de plus de coureurs présents sur les Flandriennes pour pouvoir continuer cette équipe agressive. Et ensuite, il y a les recrutements de Thomas Silva et Marcos Rettel, deux coureurs qu'on pourra apporter sur des arrivées accidentées, sur des parcours type puncher. Ensuite, concernant l'effectif que tu alignes sur le tour avec cette équipe, honnêtement, c'est compliqué à savoir parce que l'équipe est principalement orientée vers le Giro. On le sait déjà que Christian Scaroni et Lorenzo Fortunato seront sur le Giro. Donc, est-ce que sur le Tour de France, tu auras une équipe armée pour proposer quelque chose d'intéressant? Honnêtement, j'en sais rien. Maintenant, moi, ce que je vois et comment est-ce que je préparais l'équipe pour 2026 pour le Tour de France, c'est déjà de prendre Champoussin avec un statut de leader entre guillemets, hein, dans le sens où il sera présent, il jouera les étapes. Je sais pas s'il faut le faire jouer un classement général, honnêtement, j'ai pas besoin, je pense. Tu fais jouer des étapes, tout ça. Tu mets Christian Rodriguez aussi parce que l'année passée sur le tour c'était très solide.
Tu peux quand même appeler Scaroni malgré le Giro parce que voilà, ça reste un coureur qui aura des chances et des opportunités de l'emporter. Tu appelles Albert Bettiol parce que c'est ton coureur le plus populaire, on va dire, de l'effectif. Tu ramènes Davide Ballerini parce que sur les sprints, il pourra faire quelque chose. Tu ramènes Max Canter pour la même raison. Tu peux ramener Mike Tennyson parce que pareil, c'est trois coureurs qui vont pouvoir se débrouiller un peu sur les sprints et se rendre l'appareil l'un et l'autre en fonction du profil. Et ensuite, je ramène Harold Terrada qui, c'est vrai, j'ai parlé du fait qu'il manquait des grimpeurs dans cet effectif. Mais avec le début de saison de Harold Terrada en 2026, peut-être que c'est lui la clé en fait pour la montagne. Peut-être que c'est lui le coureur qui peut essayer de se frotter à un classement général. Maintenant, il peut très bien aller jouer un maillot de la montagne aussi. Il a le niveau pour et ça serait totalement dans la mentalité d'Astana. La note pour ce mercato, du coup, je mets un 6,5. En même temps, il n'y a pas grand chose à faire, mais les renforts sont pas non plus des plus solides. C'est fort, mais c'est du renfort, c'est pas du gros nom, c'est pas non plus ce qui te permet de. C'est pas des noms qui sortent du lot. C'est un mercato, on va dire, neutre. Donc, un 6,5. Ensuite, quelles sont les attentes de 2026? Ben, honnêtement, les attentes sont de ne pas se mettre dans le rouge avant la fin du classement ici. Ça, c'est un premier truc. Maintenant, quand je vois le début de saison, j'ai l'impression que ça part dans la bonne direction, que les coureurs sont dans la même dynamique. Et dans ce cas, tu te dis, ben, il n'y a rien à. Il n'y a pas d'attente en fait. Il faut continuer à rouler avec cet esprit assez libéré. C'est une des rares équipes où on voit justement que. On a l'impression de les voir chill sur le vélo. Et ça fait du bien, honnêtement. Astana a été une équipe pendant longtemps qui n'était pas spécialement intéressante à regarder. Où on s'ennuyait justement en regardant Astana. On savait qu'ils performeraient en Asie et puis après c'est tout. Ils n'avaient pas d'autres références quand il y avait des plus grosses structures. Là, honnêtement, c'est très beau à regarder. C'est très intéressant. Et j'aime bien ce côté électronique dans le peloton, en fait. Donc, et en plus, ça leur ramène des points. Donc, juste qu'ils continuent comme ça, quoi. Et voilà, c'est tout pour Astana. On se dit à la prochaine pour une prochaine équipe. Je ne sais pas encore c'est laquelle. Petit suspense, petite surprise. Mais restez connectés, ça va arriver bien vite. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur l'équipe Astana, ce que vous avez pensé de l'année 2025 de Astana, parce que moi j'ai bien aimé, ça se trouve vous avez moins aimé le fait qu'il n'y ait pas de leader et de star vraiment mis en place. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur Fortunato, sur ce qu'il pourrait faire sur le Giro, son classement général final. Sur Terrada aussi, ce qu'il peut apporter sur le Tour de France. En attendant, merci déjà à ceux qui regardent ces vidéos tous les jours. Ça fait vraiment plaisir pour un début et tout. J'essaie de trouver un bon rythme, j'essaie de trouver un contenu intéressant. Et n'hésitez pas à donner aussi vos commentaires par rapport à ça si vous voulez des sujets en particulier, si vous voulez des avis sur certains coureurs, certaines courses, etc. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.